Après que mon mari m'a frappé, je suis allé me coucher sans un mot. Le lendemain matin, il a été réveillé par l'odeur des crêpes et a vu la table remplie de toutes sortes de bonnes choses. Il a dit, bien, tu as enfin compris. Mais quand il a vu qui était assis à table, son expression a changé instantanément. Avant de continuer, n'oubliez pas d'écrire dans les commentaires de quel pays vous venez et quel âge vous avez. Bonne écoute. L'horloge sur la table de chevet affichait 3h17 du matin en chiffres rouges et doux, la seule lumière dans la chambre principale. Elena restait parfaitement immobile, une main pressée contre sa joue gauche, là où la chaleur de la gifle de Marcus irradiait encore, tel un petit soleil sous sa peau. Elle sentait l'enflure monter, la peau tendre se tendre à chaque battement de cœur. La maison était silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement mécanique du réfrigérateur en bas et du craquement occasionnel des vieilles poutres qui se tassaient dans la nuit. Elle fixait le ventilateur de plafond, ses pales immobiles, et comptait les minuscules grains de poussière capturés dans la faible lueur du lampadaire extérieur. Marcus s'était endormi dans la chambre d'amis 1 heure auparavant. Elle avait écouté le plancher protester sous ses pas lourds, la porte claquer avec un air de finalité, puis le bruit sourd de son corps s'abattant sur le matelas. Il allait bientôt ronfler. Ce son grave et grondant qui lui paraissait autrefois protecteur, quand ils étaient jeunes mariés, et qui maintenant sonnait comme une sirène d'alarme. Elle attendit que le ronflement commence, d'abord irrégulier, puis constant, avant de bouger. Elle glissa hors du lit au ralenti, ses pieds nus silencieux sur le parquet. L'air était frais. La chair de poule hérissa ses bras sous le coton fin de sa chemise de nuit. Dans la salle de bain, elle ferma la porte d'un déclic doux et alluma la lumière. Le miroir était sans pitié. Le bleu était déjà d'une couleur prune profonde, ayant la forme du continent africain sur sa pommette. Elle pencha la tête à gauche, puis à droite, l'étudiant comme un scientifique étudie un spécimen. Une preuve. Elle ouvrit l'application appareil photo de son téléphone, désactiva le flash et prit cette photo sous différents angles. L'horodatage indiquait 3h29. Elle se les envoya par courriel, à Laura, et dans un nouveau dossier intitulé « Pour quand je serai prête ». Puis, elle ouvrit l'application de notes et tapa « Appelez Laura à 5h ». Appelez la police, numéro non urgent, à 5h30. Les urgences s'ouvrent à 7h. Y aller avant le travail. Ne pas parler à Marcus avant l'arrivée des agents. Pancake, bacon, bail, café, faire comme si tout était normal. Elle fixa longuement la dernière ligne. Normal. Le mot avait un goût de cendre. En bas, elle se déplaçait dans la cuisine comme un fantôme. Le riz brûlé était toujours dans la casserole sur la cuisinière, une croûte noircie accrochée à l'acier inoxydable. Elle le racla dans la poubelle avec une spatule, le son strident dans le silence. Elle noua le sac, le porta jusqu'à la poubelle près de la porte arrière, et s'arrêta, la main sur la poignée en métal froid. La lune, basse et orange, brillait à travers la fenêtre, projetant de longues ombres sur le carrelage. Elle pensa à sa grand-mère, Rosa, qui disait toujours « La cuisine est le cœur de la maison, Mija. Nourris-la d'amour, et elle te le rendra. » Elena avait nourri cette cuisine de peur depuis bien trop longtemps. Elle ouvrit le garde-manger. Les étagères étaient bien rangées. Marcus insistait pour que les étiquettes soient tournées vers l'extérieur. Les conserves classées par taille. Mais ce soir, elle les voyait différemment. Préparation pour pancake, vrai sirop d'érable dans une bouteille en verre, bacon épais du boucher, œufs frais de la ferme dans une boîte en carton, myrtilles dodus et givrés du congélateur. Elle les avait achetés hier pour un petit déjeuner dominical paresseux qui n'avait jamais eu lieu. Maintenant, il servirait un autre but. Elle posa la plaque de cuisson sur la cuisinière et régla le brûleur à feu moyen doux. Pendant qu'elle chauffait, elle fouetta la pâte dans le vieux bol en céramique de sa grand-mère, celui avec la fissure réparée à la super colle et avec amour. L'odeur de vanille et de beurre fondu s'éleva comme de l'encens. Elle disposa le bacon dans une poêle en fonte, le grésillement un doux hymne. Elle arrangea les myrtilles dans un bol en verre taillé qui avait été un cadeau de mariage, coupa des fraises en éventail parfait sur un plat blanc. Elle fit griller d'épaisses tranches de pain au levain, les tartina de beurre et de confiture de fraises du marché fermier. Elle prépara du café dans la cafetière à piston, le café corsé que Marcus aimait. Assez fort pour décaper la peinture, disait-il toujours. La table était mise pour 4, assiettes blanches, serviettes en tissu pliées en cygne comme Rosa le lui avait appris à 10 ans, jus d'orange dans une carafe en cristal captant les premières lueurs pâles de l'aube. Elle prit du recul et contempla son travail.
Cela ressemblait à du pardon. C'était un piège. À 5 heures précises, elle appela Laura. Son amie répondit à la première sonnerie, la voix pâteuse de sommeil, mais qui devint instantanément vive quand Elena murmura « C'est encore arrivé ». Une adresse ? Laura bougeait déjà. Elena entendit le bruissement des couvertures, le cliquetis des clés. La même, mais cette fois, je suis prête. Reste en ligne. J'arrive dans 10 minutes. À 5h30, elle appela la ligne non urgente. La répartitrice était calme, professionnelle. Les agents Ramirez et sont en route. Est à 8 minutes. N'entrez pas en contact avec le suspect. Suspect. Le mot tomba comme une pierre dans l'eau calme. Elle se tenait à la fenêtre de la cuisine et regardait la rue. L'impasse était silencieuse, les lumières des porches brillant comme des lunes basses. La maison de Madame Hargrove, de l'autre côté, était sombre, mais Elena savait que la vieille femme était une lève-tôt. À 5h47, des phares balayèrent l'allée. 2 voitures de patrouille, approche silencieuse. La Prius de Laura se gara derrière elle. L'agente Ramirez fut la première à entrer, la main près de son étui, mais pas dessus. Elle était plus petite que ce qu'Elena avait imaginé, avec des yeux bienveillants et une voix comme du thé chaud. « Madame, êtes-vous blessée ?» Elena toucha sa joue. « Oui. » L'agent est, grand et silencieux, commença à photographier la cuisine, la table, le bleu. Laura se tenait à côté d'Elena, ordinateur portable ouvert, ses doigts volant sur le clavier. Le projet d'ordonnance restrictive temporaire est prêt. Nous le déposons à 8 heures, à l'ouverture du palais de justice. Marcus apparut en haut des escaliers, dans son pantalon de jogging gris, les cheveux en bataille, les yeux plissés contre la lumière. Il inhala les odeurs qui montaient et sourit, le sourire d'un homme qui croyait que le monde se réinitialiserait toujours en sa faveur. « Des pancakes, dit-il, la voix rauque de sommeil et de satisfaction. « Bien, tu as enfin compris. » Il descendit lentement, chaque marche craquant comme un avertissement. Il tourna au coin de la salle à manger et s'arrêta net. L'agente Ramirez était assise à table, sirotant un café. L'agent et se tenait près de la porte-fenêtre, un carnet à la main. Laura occupait la place habituelle de Marcus, en bout de table, son tailleur impeccable, ses yeux de silex. Le sourire de Marcus s'évapora. « C'est quoi ce ?» Elena sortit de l'ombre de l'embrasure de la cuisine, le téléphone en train d'enregistrer, son bleu livide dans la lumière du matin. « Bonjour, Marcus. Le petit déjeuner est servi, mais tu ne manges pas avec nous. » Ramirez se leva. « Monsieur Thompson, reculez. Nous avons un signalement pour voie de fait et agression. Vous venez avec nous. » Le regard de Marcus passa des agents à Laura, puis à Elena. Pour la première fois depuis des années, il parut petit. Les agents se déplacèrent avec une précision chorégraphiée. Elle eut ses droits à Marcus d'un ton bas et monocorde tandis que Ramirez guidait Elena vers le canapé du salon, loin du tableau du petit déjeuner. Laura suivit, l'ordinateur portable en équilibre sur un bras, sortant déjà le modèle d'ordonnance. Les pancakes refroidissaient, intacts, le sirop se figeant en flaques ambrées qui captaient la lumière comme des vitraux. Elena s'assit sur le bord du canapé, les mains jointes sur ses genoux pour les empêcher de trembler. Elle raconta la soirée avec des détails méticuleux. Le riz brûlé, qui n'était au départ qu'une simple erreur. La façon dont la voix de Marcus était montée comme un front d'orage. Le moment où sa main avait heurté sa joue et où le monde avait basculé. Elle décrivit le son, sec, intime, final. La façon dont ses oreilles avaient bourdonné, le goût métallique de la peur sur sa langue. Laura tapait chaque mot, son visage impassible, à l'exception d'un muscle qui tressautait dans sa mâchoire. Les protestations de Marcus résonnaient depuis le couloir. Elle exagère. C'était mutuel. Mais les agents l'ignoraient. Ils photographièrent le bleu sous la douce lueur de la lampe du hall. Demandèrent à Elena de tourner la tête à gauche, à droite, de lever le menton. Chaque clic de l'appareil photo semblait être une brique de plus dans le mur entre son passé et son avenir. Quand ils lui demandèrent si elle voulait porter plainte, Elena n'hésita qu'une seconde. Oui. Marcus fut menotté, pas brutalement, mais fermement, et conduit à la voiture de patrouille. Des voisins regardaient derrière leurs rideaux. Madame Hargrove se tenait ouvertement sur son porche, dans une robe de chambre délavée, les bras croisés comme une sentinelle. Elena croisa son regard et hocha la tête une fois.
La femme âgée lui rendit son signe de tête, un pacte silencieux. Une fois la voiture de police partie, Laura ferma son ordinateur portable d'un déclic doux. « Ça va ?» « Non, » dit Elena, « mais ça ira. » Finalement, elles mangèrent les pancakes, froids mais provocateurs. L'agente Ramirez accepta une assiette avant de partir, louant leur moelleux avec un sourire ironique. « Le meilleur petit déjeuner d'arrestation que j'ai jamais eu. » Laura resta toute la journée. Elles mirent les vêtements de Marcus dans des sacs poubelles noirs. Changèrent les serrures avec un kit de la quincaillerie. Installèrent une caméra de surveillance qu'Elena avait commandée des mois plus tôt mais jamais installée. Chaque tâche semblait cérémonielle, comme une mue. Ce soir-là, Elena dormit dans la chambre d'amis. Le lit conjugal sentait son odeur. La sueur et l'eau de Cologne au cèdre dont il abusait. Elle enleva les draps, les lava 2 fois avec un supplément de déterge, mais ne put toujours pas se résoudre à s'y allonger. Laura prit le canapé, murmurant « J'ai dormi sur Pire à la fac de droit ». Le matin, Elena appela la bibliothèque. Son patron, Monsieur Patel, écouta sans l'interrompre. « Prenez la semaine, dit-il. Prenez en 2. Votre poste est en sécurité. » C'est alors qu'elle pleura, des larmes silencieuses dans son café, la vapeur embuant ses lunettes. Laura la conduisit au palais de justice pour déposer l'ordonnance. La greffière fut aimable, lui tendant des mouchoirs et un stylo qui fonctionnaient vraiment. Elles s'assirent dans la salle d'attente à l'éclairage fluorescent, parmi d'autres femmes avec des papiers similaires, une sororité de survivantes. Quand le juge signa l'ordonnance 150 mètres, aucun contact, remise des armes à feu, Elena sentit la première vraie bouffée d'air qu'elle prenait depuis des années. De retour à la maison, elle ouvrit toutes les fenêtres. La maison sentait le bacon et les possibilités. Elle envoya un SMS à Sophia, sa cousine à Portland. « Je peux t'appeler ?» La réponse fut immédiate. « FaceTime maintenant. » Le visage de Sophia remplit l'écran, l'inquiétude gravée sur ses traits. Laura m'a dit. « Oh, ma chérie. » Elles parlèrent pendant 2 heures, de la gifle, des pancakes, de la police. Sophia réserva un vol pour le week-end. Elena passa l'après-midi à nettoyer. Elle frotta la cuisine jusqu'à ce qu'elle brille. Jeta la casserole de riz brûlé avec un bruit de ferraille satisfaisant. Réorganisa le casier à épices par ordre alphabétique. Le contrôle dans les petites choses. Le soir apporta la première violation. Un SMS du numéro de Marcus. « C'est un malentendu. Viens me chercher au poste. » Elena fit une capture d'écran, la transmit à Laura et à Ramirez, puis le bloqua. 10 minutes plus tard, un courriel d'une adresse inconnue. « Tu le regretteras. » Même traitement. Laura créa un dossier partagé pour les preuves. Documente tout. La répétition est importante. Cette nuit-là, Elena rêva de portes. Des portes sans fin. Certaines verrouillées, d'autres ouvertes sur la lumière. Elle se réveilla avant d'en avoir choisi une. Vendredi, Sophia arriva avec des valises et des histoires. Elles cuisinèrent ensemble, un arroz con polo comme celui que faisait Rosa, riant des souvenirs d'enfance où elle ajoutait en cachette de la cannelle dans le flan. Sophia dormit dans la chambre d'amis. Elena prit la chambre principale. Nouveau drap, nouveau départ. Samedi, elles peignirent la salle à manger d'un vert sauge doux. Chaque coup de pinceau semblait effacer la présence de Marcus. Madame Hargrove apporta des carrés au citron et des excuses pour ne pas s'être manifestée plus tôt. « J'ai vu des choses », avoua-t-elle, la voix tremblante. « Je pensais que ce n'était pas ma place. »« C'est la place de tout le monde », dit Elena, et elle le pensait. Dimanche, le groupe de soutien. Mia, l'animatrice, avait des yeux bienveillants et une voix comme du miel chaud. 12 femmes dans le sous-sol d'une église, sur des chaises pliantes en cercle. Elena parla en dernier. Quand elle eut fini, la pièce fut silencieuse, puis se remplit de hochements de tête et de murmures « J'ai vécu ça ». En rentrant, elle s'arrêta au magasin de fournitures d'art. Elle acheta des toiles, des huiles, des pinceaux qu'elle ne pouvait pas se permettre, mais qu'elle paya par carte de crédit quand même. Sur le parking, elle pleura de nouveau, cette fois d'espoir. Lundi, retour au travail. La bibliothèque sentait le vieux papier et les possibilités. L'heure du conte pour enfants, aider un adolescent à trouver des livres sur l'astronomie, recommander le cirque des rêves à une habituée. La normalité, précieuse. Mais les messages continuaient.
Numéro différent, courriel différent. Tu ne peux pas garder ma maison. L'avocat dit que tu mens. Elena les sauvegardait tous. Puis, il y eut la vidéo. Madame Hargrove frappa à sa porte un soir, une clé USB à la main. Mon défunt mari était paranoïaque. Il a installé des caméras partout. La vidéo était granuleuse mais claire. La main levée de Marcus. Le sursaut d'Elena. L'impact. Horodaté. Elena la regarda une fois, puis plus jamais. Elle la donna à Ramirez. L'audience préliminaire fut fixée 2 semaines plus tard. Les conditions de libération sous caution de Marcus tenaient. Il restait chez un cousin de l'autre côté de la ville. Elena changea le mot de passe du Wi-Fi, le code du garage, la combinaison du coffre-fort. Elle peignit sa première toile cette nuit-là. Une femme debout dans l'embrasure d'une porte, mi-ombre, mi-lumière. Le bleu sur sa joue était violet, virant alors. La salle d'audience sentait le polish au citron et l'anxiété. Elena portait le blazer marine que Laura lui avait prêté, les cheveux tirés en arrière par une pince qui lui rentrait dans le cuir chevelu. Marcus était assis à la table de la défense dans un costume d'emprunt qui le serrait aux épaules, les yeux injectés de sang après des nuits sur le canapé inconfortable de son cousin. Son avocat commis d'office, un jeune homme pressé nommé Kessler, brassait des papiers comme une main perdante au poker. La juge, l'honorable Judith Alvarez, avait des mèches argentées dans sa tresse et aucune patience pour les absurdités. Elle examina les dossiers avec un stylo prêt à l'emploi comme un scalpel. Le dossier d'Elena était épais. Photo de 3h29 du matin. Rapport médical des urgences. Contusion, possible fracture capillaire de l'arcade zygomatique. La vidéo du voisin, les captures d'écran des SMS, l'affidavit de Madame Hargrove certifié par un notaire. Du côté de Marcus, il y avait un témoin de moralité, son cousin Tony, qui sentait légèrement la bière, et une allégation de provocation pour un dîner brûlé. La juge Alvarez haussa un sourcil si haut qu'il toucha presque la naissance de ses cheveux. Elena témoigna la première. Elle décrivit le mariage en paragraphe calme. Les bonnes années, quand Marcus lui avait construit une banquette près de la fenêtre et lui lisait de la poésie. Le changement après la mort de son père, quand l'alcool avait commencé. Les incidents qui étaient passés des bousculades aux gifles, jusqu'à la nuit des pancakes. Elle ne pleura pas. Quand Kessler lui demanda si elle avait déjà frappé Marcus, elle répondit non et en resta là. Madame Hargrove prit la barre dans une robe à fleurs qui sentait les sachets de lavande, sa voix stable malgré son âge. Elle diffusa la vidéo sur l'écran du tribunal. Le visage de Marcus sur la bande était tordu de rage. Celui d'Elena était résigné, jusqu'au moment où elle s'était éloignée sans un mot. La juge regarda sans expression, mais son stylo bougeait furieusement. Le contre-interrogatoire tenta de dépeindre Elena comme dramatique, comme ayant elle-même des problèmes de colère. Laura s'opposa calmement. Pertinence. Spéculation. Objection retenue à chaque fois. Marcus témoigna en dernier. Il était contrit, la voix se brisant comme celle d'un adolescent. J'aime ma femme. C'était une erreur. Nous pouvons suivre une thérapie. Je ferai n'importe quoi. La juge lui demanda s'il avait commencé une thérapie de gestion de la colère. Il ne l'avait pas fait. Kessler promit une inscription immédiate. Décision. Ordonnance restrictive prolongée de 6 mois. Marcus devait suivre un programme d'intervention pour agresseur de 52 semaines, certifié par l'État. La maison était attribuée à Elena en attendant la procédure de divorce. Aucun contact, y compris par des tiers. Les armes à feu devaient être remises dans les 48 heures. Dehors, dans le couloir de marbre, Laura la serra si fort dans ses bras que les côtes d'Elena craquèrent. Phase interminée. Maintenant, on va lui faire la peau au divorce. Mais la phase 2 commença immédiatement. Ce soir-là, une brique traversa la fenêtre du salon, enveloppée dans du papier. Du verre partout. Le mot « pute » était peint en rouge sur l'allée le lendemain matin, encore frais quand Elena le découvrit à 6h12. La police releva les empreintes. Aucune. Ramirez augmenta les patrouilles à 2 fois par nuit. Elena installa des lumières à détecteur de mouvement qui baignaient la cour d'une lueur blanche, renforça les fenêtres avec un film de sécurité, et acheta une batte de baseball qu'elle gardait sous son lit. Elle refusa de déménager. L'avocate en divorce, recommandée par Laura, était un requin en perles nommé Diane Wu.
Elles se rencontrèrent pour un café au coin de la rue, celui avec les bons croissants. État de communauté des biens, dit Diane en remuant 3 sucres dans son expresso. Mais la faute compte. Nous documentons tout. Chaque SMS, chaque brique, chaque menace. Elena ouvrit un nouveau compte bancaire dans une autre agence, redirigea son salaire, gela les cartes de crédit communes. Elle changea le bénéficiaire de son assurance vie, de Marcus à Sophia. Le nom de Marcus fut retiré des factures, une par une. Électricité, eau, Internet. Chaque résiliation était comme couper une attache. Il riposta par l'intermédiaire de Kessler. Affirmations selon lesquelles elle cachait des actifs avec la vente de ses œuvres, demande pour la moitié de la maison immédiatement, accusation d'aliénation d'affection. Diane contre-attaqua avec les rapports de police, les photos de la brique, la peinture rouge qui tachait encore le béton. Le groupe de soutien devint une thérapie hebdomadaire. Mia lui recommanda un spécialiste du traumatisme nommé Dr Singh, qui sentait le bois de santal et la patience. La première séance, Elena parla du petit déjeuner au pancake pendant 40 minutes d'affilée. Comment l'odeur du bacon lui nouait encore l'estomac. Comment elle ne pouvait pas manger de myrtilles sans revoir les visages des policiers. L'art devint son oxygène. Elle peignit l'incident de la brique. Des éclats de verre captant la lumière comme des prismes. Le mot « pute » se transformant, guerrière, en lettres dégoulinantes qui ressemblaient à du sang mais qui étaient en réalité du rouge de cadmium. Elle l'intitula brisée, pas détruite. Le propriétaire de la galerie locale, de passage à la bibliothèque pour rendre un livre en retard, la vit appuyée contre le mur de la salle du personnel et lui offrit un espace pour une exposition temporaire. Le cousin de Marcus, Tony, se présenta un après-midi, ivre et hurlant depuis la rue au sujet de la loyauté familiale. Les voisins appelèrent la police. Une autre violation ajoutée au dossier. Les messages évoluèrent. Des photos de la maison sous des angles étranges, prises la nuit avec un flash qui faisait briller les fenêtres comme des yeux. L'une montrait la fenêtre de la chambre d'Elena, rideaux ouverts, sa silhouette lisant au lit. Après ça, elle dormit avec la batte. Puis Sarah la contacta, l'ex-petite amie d'il y a 5 ans. Laura la vérifia par des contacts mutuels, puis organisa une rencontre dans un café neutre avec une terrasse et de nombreux témoins. Sarah était plus petite que dans les souvenirs d'Elena d'après les vieilles photos que Marcus avait supprimées, mais ses yeux étaient féroces. Il m'a fait la même chose, m'a isolé de mes amis, m'a frappé quand j'ai brûlé un toast, s'est excusé avec des bijoux que je ne pouvais pas porter au travail car il laissait des bleus. Je suis parti quand il m'a envoyé à l'hôpital avec une commotion cérébrale. J'ai retiré la plainte parce qu'il a menacé les enfants de ma sœur. Elles comparèrent leur chronologie sur des serviettes en papier. Des schémas qui se chevauchaient. Le charme, le contrôle, l'explosion, la phase de lune de miel, et on recommence. Sarah avait des dossiers médicaux, de vieux SMS, une ordonnance restrictive qui avait expiré quand elle avait déménagé. Elle était prête à témoigner au divorce. Elena se sentit moins seule. Elle n'était pas la première, mais elle serait la dernière. La demande de divorce fut déposée un mardi. Marcus contesta tout. La propriété, la pension alimentaire, même le chien qu'il n'avait jamais eu. La phase de communication des pièces commença. Relevé bancaire, courriel, relevé téléphonique. Diane assigna à comparaître les registres de présence de Marcus à sa thérapie, qui était sporadique, et son dossier RH dans son entreprise de construction, avec 2 avertissements pour agressivité. Une nuit, Elena se réveilla en entendant gratter à la porte arrière. Le cœur battant, elle attrapa la batte, appela le 911, alluma toutes les lumières. Un raton laveur, gras et sans peur, la fixa à travers la vitre. Elle rit jusqu'à en pleurer, puis pleura jusqu'à ce que Sophia la trouve sur le sol de la cuisine à 3 heures du matin, mangeant des pancakes froids directement sortis du frigo. Sophia emménagea temporairement, occupant la chambre d'amis avec son diffuseur de lavande et son rire bruyant. Elle cuisinait, peignait, regardait en boucle de vieux films où l'héroïne s'en sortait toujours. La normalité comme armure. L'exposition à la galerie était prévue 6 semaines plus tard. Elena produisit 12 œuvres en 3 mois, travaillant jusqu'à ce que ses doigts soient pris de crampes et ses yeux la brûlent. Le soir du vernissage, la bibliothèque ferma plus tôt pour que le personnel puisse y assister. Madame Hargrove portait un corsage de rose blanche. L'agente Ramirez vint en uniforme, son insigne poli. Brisée, pas détruite fut vendue en premier à un refuge pour femmes pour le rôle d'entrée, puis 3 autres,
assez pour un acompte sur la part de Marcus de la maison si le juge statuait équitablement. L'avocat de Marcus a demandé une médiation. Elena refusa. Uniquement le tribunal, dit Diane en faisant craquer ses jointures. Il n'a pas le droit de négocier ma sécurité. L'audience finale approchait. Elena prépara sa déclaration d'impact. Elle l'écrivit à la main dans un journal en cuir que Sophia lui avait offert, puis la tapa, puis la réécrivit jusqu'à ce que chaque mot soit une lame de vérité. Elle s'entraîna devant le miroir. Votre honneur, je ne demande pas une punition. Je demande la paix. Je demande le droit de dormir sans une batte sous mon lit. Je demande le droit de manger des pancakes sans goûter la peur. Le refus de médiation enragea Marcus. Les messages devinrent ignobles pendant 48 heures. Des SMS provenant d'applications anonymes l'insultant de tous les noms qu'il pouvait épeler, puis s'arrêtèrent brusquement. Conseil de l'avocat, probablement. Le silence était une menace en soi, plus lourd que les mots. Les journées d'Elena se remplirent de buts. Une promotion à la bibliothèque au poste de directrice adjointe vint avec un bureau d'anglais et une plante qu'elle nomma Frédéric. Elle anima des ateliers d'écriture pour adolescents où les jeunes écrivaient sur l'identité et le pouvoir. Elle organisa une exposition sur l'histoire des femmes avec des livres que Marcus avait autrefois qualifiés de propagande féministe. Normalité militante. Les cours d'autodéfense avec Mia devinrent sacrés. Les mardis et jeudis soirs, elle apprit à donner des coups de poing, à crier « non » jusqu'à en avoir la gorge à vif, à se défaire de prise en utilisant l'effet de levier plutôt que la force. La première fois qu'elle renversa l'instructrice, une ancienne marine nommée Carla avec une coupe en brosse et des yeux bienveillants, elle poussa un tel cri de joie que la classe applaudit. Elle acheta sa première paire de bandes de boxe, d'un bleu sarcelle vif, et les suspendit à un crochet près de la porte comme une médaille. Les ventes d'œuvres d'art financèrent la thérapie, les améliorations de sécurité, les frais de divorce. Elle transforma la chambre d'amis temporaire de Sophia en un atelier avec des puits de lumière et un évier pour nettoyer les pinceaux. La première nuit où elle peignit jusqu'à 4 heures du matin, elle s'endormit sur le futon avec du jaune de cadmium encore sous les ongles. Sarah témoigna dans une déposition via Zoom depuis sa nouvelle maison dans le Colorado. Ses dossiers correspondaient exactement au schéma d'Elena. Même cycle, mêmes excuses, même escalade. L'équipe de Marcus tenta de la discréditer en la qualifiant d'ex-aigrie. Le juge regarda les photos d'admission à l'hôpital de Sarah, œil au beurre noir, lèvres fendues, et son expression disait tout. Puis, il y eut le cambriolage. 2h14 du matin. L'alarme hurla comme une banshee. Elena et Sophia se barricadèrent dans l'atelier. La police arriva en moins de 4 minutes. La porte arrière avait été forcée avec un pied de biche. La cuisine était saccagée. Les tiroirs vidés. De la farine explosée sur le carrelage comme de la neige. Les aimants du frigo réarrangés pour épeler « mienne ». Rien n'avait été volé. Message reçu. Les empreintes correspondaient à un associé connu de Marcus, Jake. Renvoyé de la même entreprise de construction après que Marcus les blâmait pour une rénovation bâclée qui leur avait coûté un procès. Jake avait un casier judiciaire. Rix de bar, menu larcin, une conduite en état d'ivresse. La police l'arrêta dans un bar malfamé près de l'autoroute 12. Il portait toujours le même sweat à capuche noire que sur les images de sécurité. Il prit rapidement un avocat, mais son téléphone était une mine d'or. Des SMS de Marcus. Fais-lui peur. Fais-la abandonner. $500 maintenant. $500 après. Les relevés bancaires montraient les transferts. Un mandat d'arrêt fut émis. Marcus fut arrêté au duplex de son cousin, criant son innocence aux voisins qui filmaient avec leur téléphone. Libération sous caution refusée. Risque de fuite. Schéma de violation. Complot en vue de commettre du harcèlement. La date du procès fut fixée à 8 semaines. La déclaration d'impact d'Elena faisait 20 pages, à interlignes simples. Elle la lut à voix haute dans son atelier vide, sa voix résonnant sur les toiles qui séchaient sur toutes les surfaces. Les mots semblaient être une armure. La nuit avant le procès, elle ne put dormir. Elle peignit jusqu'à l'aube. Un phénix renaissant de la pâte à pancake, les ailes faites d'une spatule et d'espoir, le bec ouvert dans un cri silencieux de triomphe. Elle l'intitula Petit déjeuner de la liberté et l'accrocha, encore humide, au-dessus de la cheminée. La salle d'audience était bondée, le journal local couvrait la hausse de la violence domestique après qu'un TikTok viral de l'incident de la brique eût circulé.
Elena portait du rouge, la couleur du pouvoir, selon Diane. Ses cheveux étaient détachés pour la première fois depuis des mois, ses boucles domptées en un chignon bas. L'accusation présenta l'affaire comme un roman policier. Agression, harcèlement, complot. Sarah témoigna en personne cette fois, la voix stable. Madame Hargrove diffusa de nouveau la vidéo des pancakes, la narrant comme un documentaire animalier. Jake plaida coupable. 18 mois en échange de son témoignage contre Marcus pour une peine réduite. La défense affirma qu'Elena avait tout orchestré pour la maison, que le bleu était du maquillage, que la brique était auto-infligée. Le jury ne fut pas convaincu. Ils avaient vu les radiographies des urgences. Autour d'Elena. Elle se dirigea vers la barre avec des talons qui cliquaient comme des signes de ponctuation. Elle croisa le regard de Marcus, vide maintenant, comme une maison aux lumières éteintes, et parla. « Je t'ai aimé autrefois. J'ai cru en nous. J'ai cru que l'amour pouvait tout réparer, même les poings. Mais l'amour ne laisse pas de bleu. L'amour ne menace pas. L'amour n'engage pas des amis pour terroriser. Je ne suis pas ta possession. Je suis une personne, et je choisis la liberté. » Le jury délibéra pendant 4h12 minutes. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Agression criminelle, harcèlement, complot. La sentence serait prononcée dans 6 semaines. Elena ne resta pas pour voir les huissiers l'emmener, menottée. Elle sortit au soleil, qui ressemblait à du pardon. Le mois suivant fut fait de paperasse et de paix. Le divorce fut finalisé lors d'une audience à laquelle Marcus assista par vidéo depuis la prison du comté. Pâle, plus mince, les yeux baissés. Le juge accorda à Elena la maison, tout son contenu, et une ordonnance restrictive permanente jusqu'à nouvel ordre. Marcus obtint un droit de visite supervisé pour des meubles qu'il ne possédait plus. Elle organisa une pendaison de crémaillère le week-end suivant. Le personnel de la bibliothèque, le groupe de soutien, Sophia, Madame Hargrove, même l'agente Ramirez, hors service en jean et chemisier. Ils mangèrent des pancakes aux myrtilles, aux pépites de chocolat, à la banane et aux noix. Aucune excuse n'était nécessaire. Quelqu'un lança une conga à travers la cuisine. Elena ria sans faire mal aux côtes. Sa carrière artistique décolla. Une commande pour la fresque du refuge pour femmes s'élevait, en couleur vive à travers la salle à manger où les survivantes mangeaient. Des conférences dans des lycées sur les relations saines, le consentement, les signaux d'alarme. Elle sortit avec Alex, le bibliothécaire pour enfants aux yeux bienveillants et aux jeux de mots terribles, qui citait Max et les maxi-monstres pendant les réunions du personnel. Premier rendez-vous, mini-golf. Il la laissa gagner, puis lui acheta une glace avec des vermicelles. 1 an plus tard, Elena se tenait dans son atelier, maintenant ensoleillé et vaste avec des fenêtres orientées au nord. La toile du bleu était accrochée dans la collection permanente de la galerie de la ville. Elle travaillait sur une nouvelle série. Les portes. Portes ouvertes. Portes entr'ouvertes. Portes laissant filtrer la lumière. La première peinture, une femme franchissant une porte. De dos. Le lever du soleil devant elle, un pancake dans une main comme une torche. Elle l'intitula après les pancakes. 10 années passèrent comme des coups de pinceau. Délibéré, coloré, irréversible. La maison d'Elena devint un havre de paix. La cuisine où la violence avait autrefois régné accueillait désormais des brunchs pour le groupe de soutien tous les 3e dimanches. Les rires résonnaient sur les murs vert sauge peint avec l'aide de Sophia. Elle remplaça les aimants du frigo par ceux de chaque état qu'elle visitait lors de ses tournées de promotion pour son livre, ses mémoires, Pancake et Pouvoir, qui figurèrent sur les listes de best-sellers indépendants et furent optionnés pour une série limitée. Le producteur voulait l'engager comme consultante. Elle refusa. « Je l'ai vécu, dit-elle. Je n'ai pas besoin de le regarder. » La bibliothèque s'agrandit sous sa direction. Elle collecta des fonds pour un espace sécurisé pour adolescents au sous-sol, pouf, borne de recharge, une fresque de constellations peinte par le club d'astronomie. Madame Hargrove y faisait du bénévolat 2 fois par semaine, lisant des histoires aux tout-petits avec la même voix stable qui avait autrefois témoigné au tribunal. Elle leur apprenait les berceuses espagnoles que la grand-mère d'Elena chantait. Sarah épousa un architecte doux nommé David, envoyait des cartes de vœux avec des photos de bébés. D'abord une fille, puis des jumeaux. Elle se retrouvait chaque année pour un café dans la ville où Elena donnait une conférence, trinquant à leur survie avec des lattes et des carrés au citron. Marcus accomplit 20 mois dans un établissement à faible sécurité dans le nord de l'État,
écrivit des lettres de prison, excuses, introspection, promesses de changement. Elena les lut une fois, les classa dans une boîte étiquetée, pour les historiens, et lui pardonna de la même manière qu'on pardonne à une tempête d'être passée. La confiance se gagnait sur des cendres, et les siennes étaient froides. Alex la demanda en mariage sur le toit où Marcus l'avait fait autrefois, mais avec des guirlandes lumineuses installées par les adolescents de la bibliothèque et une bague gravée d'un minuscule livre ouvert. Ils se marièrent à la bibliothèque après la fermeture, entourés d'étagères et d'amis. Sophia était demoiselle d'honneur, en bleu sarcelle. Mia officia, la voix se brisant lorsqu'elle dit « amour, honneur, et pancake ». Ils passèrent leur lune de miel au Portugal, mangèrent des pastéis de nata sur des falaises surplombant l'Atlantique, et ne consultèrent jamais leur courriel. Ils achetèrent la maison voisine, abattirent la clôture, créèrent une propriété commune, un atelier pour Elena avec des puits de lumière et un four à poterie, un atelier de menuiserie pour Alex où il construisait des étagères qui ressemblaient à des arbres. Des chiens, un bâtard de refuge nommé Rosa avec une oreille qui pendait, et un chat à 3 pattes nommé Brick qui régnait sur les rayons de soleil. L'art d'Elena évolua. Exposition internationale à New York, Londres, Tokyo. Une œuvre au Smithsonian. Brisée, pas détruite également. La brique reconstruite en un cœur en mosaïque avec 312 morceaux de verre. Un pour chaque femme qui avait assisté à son premier groupe de soutien. Elle encadra de jeunes artistes, en particulier des femmes quittant des relations toxiques. Peignez votre vérité, leur disait-elle lors d'ateliers. Quelqu'un a besoin de la voir pour croire qu'il peut partir. Le petit déjeuner au pancake devint une légende. Chaque année, à l'anniversaire de l'arrestation, elle cuisinait pour le refuge. Des piles de disques moelleux, du bacon qui se courbait comme des sourires, des baies éclatants de saveur estivale. Des femmes qui arrivaient autrefois avec des yeux au beurre noir repartaient le ventre plein et avec des numéros de téléphone d'avocats, de thérapeutes, d'amis. Une année, une adolescente avec une lèvre fendue demanda « Comment avez-vous su que c'était le moment ?» Elena retourna un pancake, le regarda doré. Quand préparer le petit déjeuner pour mon agresseur m'a donné l'impression de servir ma propre peine de prison, quand j'ai réalisé que l'odeur du bacon me faisait tressaillir au lieu de me faire sourire. La fille hocha la tête, prit une assiette, et écrivit son numéro sur le tableau de contact du refuge. Le téléphone d'Elena vibrait constamment maintenant, des SMS de numéros inconnus. Merci. Vous m'avez sauvé. Je suis parti aujourd'hui grâce à votre livre. Ma fille est en sécurité grâce à votre fresque. Elle les sauvegardait dans un dossier intitulé « Cœur réparé ». La vie n'était pas parfaite. Les cauchemars revenaient parfois. Se réveiller à 3h17 du matin, le cœur battant, vérifier les serrures 2 fois. La confiance demandait du travail. Alex apprit à s'annoncer en entrant dans une pièce, à ne jamais la surplomber. Mais les bleus étaient depuis longtemps effacés, remplacés par des rides de rire et de la peinture sous ses ongles qui ne partaient jamais tout à fait. Pour le 10e anniversaire, elle retourna à la galerie de la ville pour une rétrospective. Sa première peinture du bleu était accrochée à côté de la plus récente. Une femme à une table chargée de pancakes, faisant face à une chaise vide, le lever du soleil inondant la pièce de bar dorée. La main de la femme se tendait vers une fourchette, stable, sans peur. Titre, le lendemain matin. Les critiques qualifièrent l'œuvre de triomphale. Elena l'appelait mardi. Elle ferma la galerie après la réception, rentra chez elle à travers les feuilles d'automne qui crissaient comme des applaudissements. Alex attendait sur le porche avec du café et Rosa le chien, la queue battant comme un métronome. Brick le chat regardait depuis le rebord de la fenêtre, impassible. Dans la cuisine, Elena commença une pâte à pancakes, non pas pour s'excuser, mais pour célébrer. Elle ajouta un supplément de vanille, une pincée de cannelle, des myrtilles qui éclataient comme de minuscules soleils. Alex mit la table pour 2, des serviettes en tissu pliées en signe parce qu'il avait regardé des tutoriels sur YouTube. Ils mangèrent en silence d'abord, puis parlèrent de la dernière fresque des adolescents, du nouveau chien de thérapie du refuge, de la façon dont Rosa avait volé un pancake entier sur le comptoir et avait l'air fière d'elle. Quand les assiettes furent vides, Elena se leva, se dirigea vers la fenêtre et regarda l'impasse où tout avait commencé. La lumière du porche de Madame Hargrove brillait de l'autre côté de la rue. Une nouvelle famille vivait dans l'ancien duplex du cousin de Marcus, des enfants en trottinette, une mère plantant des tulipes. L'allée où le rouge avait autrefois coulé était maintenant un chef-d'œuvre de craie, avec des arcs-en-ciel et une marelle. Elena leva sa tasse de café vers la nuit. Au 2e petit déjeuner, dit-elle.
Alex entrechoqua la sienne contre la sienne. Et au troisième, et au quatrième, et à tous les fichus suivants. Le cycle était brisé. La table était à elle. La cuisine sentait la vanille et la sécurité. Et les pancakes étaient parfaits. Is that a threat? Is that a threat? Crap, how is night here already? I feel like I just got here. Oh, there's snow over there. Oh, there's snow over there. That must be Scotland. 'Cause it's cold, isn't it? It's cold in Scotland, right? Right? Or... let me know. Never been, so... oh my god, and it's just another hole in the ground. When will I find a real cave in this game? Oh, there's more copper. What's that? A village! Oh! First sign of civilization. Oh my god, they're already here. The English are already here. Crap. My copper is smelting. I won't even have enough time. It can be? Okay, so it works. I need to sneeze. I need to... it's cold out here. Okay. Crap. I don't have enough. Pants. Most essential item. Pants. Wow, I'm looking fly as hell. Hurry, they'll turn me into a slave? Whoa! I don't think I'm their target audience. They're not coming for me. Okay, well, this is easy. Wait, let me put this in there. Okay, I need to wait for this, and then I'm gonna go to the village and I'm gonna steal all their stuff. Boots. Pants and boots. Perfect. I look really cool. Okay. Tell me if you get this. Boy, what the hell are you saying? Boy, I don't get it, boy. Boy, you're speaking gibberish, boy. Okay. So... oh! He just teleported. Why is my crosshair so big? Is that normal? I feel like it's like half of the screen. What the hell? Okay, hat. Zendaya hat theory. It's happening. Crap. Okay, well, I'm kind of over this. I kind of just want to go to the village. I'm getting a bit impatient. Fern might need to translate. Please translate that, because it might be something naughty and I'll never know. And this is really important for me to know so I can ban them. No naughty business in my chat, please. This is a cozy Minecraft stream. Anything of the sort will not be tolerated. Oh, it's dark. What the hell? Why was that scary? Why the hell was that scary though? I've been traveling for 7 days. This is my first sign of life since I got here. Let's hope that they will be hospitable and kind to me. This is my first day on Earth. I'm just a girl in the world. Don't hate me. Hello? Anyone home? Nope. Okay, this is eerie. This is eerie as hell. A village with... oh, I found someone! Hello! Hello! You might need to get rid of this tree that's in the middle of your village. It doesn't seem very intelligent and smart to do that. I do already have 45 copper. Is this good? Beetroot and potatoes. Oh, he's a simple man. I like you. You're a simple man with simple needs.
Zendaya hat theory. Oh crap, it's everywhere. Once you see it, you can't unsee it. And he's just pondering like a good man does. Oh, this is awesome. Oh, another farmer. What do you want? Carrots? You want potato. And I give you a whole emerald for 6 bread? Who would ever do that, dude? I bet you have